Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 19 décembre et je voulais vous faire une petite visite encore de la ville. Et puis en fin de compte, je me suis dit, ben non, il y a trop de vent, là ça menace de pleuvoir, j'irai quand même faire certainement une petite vidéo quand même. Mais là je voulais vous parler d'un sujet qui est très sérieux et qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fin de compte ça fait une bonne cinquantaine d'années que j'entends parler de ça. Et puis voilà, c'est souvent controversé. Et puis maintenant, il y a quand même un professeur qui a eu un prix Nobel de médecine avec ce sujet. Je vais baisser un peu. Voilà, il s'agit de l'autophagie. Donc il y a un professeur qui s'est vu attribuer le prix Nobel de médecine en 2016, hein, et il s'appelle Yoshinori Ohsumi. Alors évidemment c'est un japonais. Là, je prends plus de temps parce que d'habitude je montre et je fais vous avez vu, hop, et puis je m'en vais. C'est vrai qu'on voit pas grand chose. Donc c'est très important pour les gens qui pratiquent le jeûne et surtout pour les gens qui sont malades et qui ont peur de pratiquer le jeûne. J'ai vu dans ma vie des gens guérir grâce au jeûne hein, de certains cancers et d'autres mourir parce que justement ils avaient un entourage qui leur déconseillait de faire du jeûne malgré toutes les preuves scientifiques, malgré les articles. Voilà, quand on a une femme infirmière et une maman qui s'inquiète, et on meurt. Voilà, c'est comme ça, c'est l'expérience. Donc l'autophagie est un processus qui permet à une cellule de consommer et de recycler ses propres composants quand les conditions extérieures sont néfastes, voire de se détruire quand elle est malade. Le prix Nobel 2016 vient d'être attribué au japonais Yoshinori Ohsumi de l'Institut de technologie à Tokyo, qui en a étudié le mécanisme. Alors en fin de compte, c'est en 2016, hein, donc c'est pas nouveau, mais je tenais quand même à en parler. Alors, quand une cellule eucaryote, c'est-à-dire une cellule qui comporte un noyau, comme celle des animaux ou des plantes ou des levures, vient à manquer de nutriments, elle s'adapte en dégradant des éléments intracellulaires afin de produire ce nécessaire à ses fonctions vitales. C'est toujours un phénomène d'hormèse, un phénomène de... On sacrifie certains éléments pour survivre en fin de compte. Hein. Donc... elle dégrade des éléments intracellulaires afin de produire ce nécessaire à ses fonctions vitales. Et quand elle est infectée ou cancéreuse, elle peut de la même manière éliminer ses constituants défectueux ou potentiellement toxiques, voire s'autodétruire, afin de protéger l'organisme entier. Alors, si les cellules étaient individualistes, on serait tous morts depuis longtemps. Voilà. Pour ce faire, elle s'autodigère par un processus nommé autophagie. Ce mécanisme est impliqué dans plusieurs pathologies, cancers, maladies neurologiques et infectieuses. Alors moi, quand j'avais 10 ans, je lisais des petits magazines qui s'appelaient Yoga, je crois, qui était un petit livret orange avec des photos de Eric Van Lisbeth dessus. Et déjà on parlait de jeûne, on parlait que le jeûne détruisait toutes les cellules néfastes à l'organisme, que le jeûne enlevait les rides, que le jeûne enlevait la mauvaise graisse, enlevait les cellules malades, et que l'organisme il est pas fou, il va d'abord consommer ce qui lui est inutile, voire délétère. D'accord ? Évidemment, de la part pendant 50 ans du monde médical. Ouais. Sauf que prix Nobel. Une cellule comprend de nombreux compartiments cellulaires spécialisés, parmi lesquels les lysosomes. Dans ces vésicules acides, des enzymes digestifs découpent et détruisent toutes sortes de molécules, protéines, lipides, sucres, constituants du matériel génétique, etc. Les lysosomes sont ainsi un des éléments essentiels à l'autophagie. Leur découverte a valu au Belge Christian de Vuve le prix Nobel de médecine en 1974. Mais dans les années 60, d'autres scientifiques observent dans les cellules la présence de vésicules dont le contenu est dégradé suite à leur fusion avec le lysosome. Alors, ce qui est nouveau en fin de compte, c'est qu'on s'aperçoit que le lysosome se fond avec ce qu'on appelle l'autophagosome pour créer des nouvelles cellules en fin de compte. Ce sont les transporteurs des éléments cellulaires à détruire, ou autophagosome. Voilà. Donc en fin de compte,
L'autophagie se déroule comme ceci en 2 étapes. Quand un autophagosome se forme dans la cellule, il enferme les éléments à détruire ou toxiques, puis fusionne avec le lysosome qui les digère. Les molécules obtenues sont ensuite libérées dans la cellule pour être éventuellement réutilisées. Alors je vous expliquais que quand on prend les protéines, on nous dit qu'on a besoin de manger des protéines, mais dans la dose dont on a besoin, 80% des protéines que l'on ingère proviennent du recyclage de nos cellules mortes. Vous voyez? Donc on le savait. Les molécules obtenues sont ensuite libérées dans la cellule pour être éventuellement réutilisées. La cellule s'auto-entretient et se régénère de cette façon, notamment si elle manque momentanément d'énergie ou de nutriments, donc dans le jeûne. Voilà pour ceux qui connaissent un peu le schéma. D'accord, on fera un arrêt sur image. Hein. Et donc le titre de cette image, c'est quand un autophagosome se forme dans la cellule, il enferme des éléments à détruire, puis fusionne avec le lysosome qui les digère. Quand il a ouvert son laboratoire en 88, Yoshinori Uzumi s'est surtout intéressé à la dégradation des protéines dans les vacuoles de levure, qui correspondent aux lysosomes des cellules humaines. La levure est un des modèles expérimentaux les plus utilisés pour identifier les gènes impliqués dans le fonctionnement des cellules eucaryotes. Les humains ont des cellules eucaryotes. Mais à l'époque, on ignorait si l'autophagie existait chez la levure. Cette cellule était si petite qu'il était impossible de distinguer ses constituants au microscope. Uzumi a alors raisonné à l'envers. Il a décidé de stopper le processus d'élimination des autophagosomes par les lysosomes. Pour ce faire, il a créé des levures mutantes dont les vacuoles sont dépourvues d'enzymes digestives et il les a privées de nourriture afin qu'elles déclenchent l'autophagie pour recycler leurs composants et survivre. Ainsi, en quelques heures, dans les levures affamées, il a observé des dizaines d'autophagosomes s'accumulant dans les lysosomes, devenus de plus en plus gros. Uzumi venait de prouver l'existence de l'autophagie dans les levures et surtout, il pouvait maintenant étudier les gènes impliqués dans ce mécanisme. Quand des mutations sont introduites aléatoirement dans les gènes de la levure à l'aide d'une substance chimique qualifiée de mutagène, si l'un des gènes de l'autophagie est affecté, les autophagosomes ne s'accumulent plus dans les lysosomes qui ne sont plus alors visibles au microscope. Avec cette méthode, Uzumi a pu identifier 15 gènes essentiels à l'autophagie. Il a ensuite caractérisé les protéines correspondantes, toutes participent à la naissance et à la croissance de l'autophagosome. Donc tout est mis en place dans les cellules, dans l'organisme, pour que ces autophagosomes existent et croissent. Et emprisonnent toutes ces parties lésées, on va dire, de la cellule. Le chercheur japonais a publié ses résultats en 92. Depuis, plusieurs équipes ont montré que les mêmes acteurs interviennent dans les cellules humaines. Quel est l'intérêt d'un tel mécanisme de recyclage? On sait désormais que l'autophagie participe à de nombreuses fonctions cellulaires. En cas de stress ou de privation de nourriture, elle permet à la cellule de récupérer rapidement du carburant en attendant de meilleures conditions. En cas d'infection, par une bactérie ou un virus, l'autophagosome peut attraper l'agent étranger, alors détruit dans les lysosomes. De même, lorsqu'un élément de la cellule devient délétère, toxique ou arrive en fin de vie, comme les protéines qui ne sont fonctionnelles que quelques heures ou quelques jours, ce que je vous ai dit, l'autophagie permet de faire le ménage. Elle jouerait ainsi un rôle dans le vieillissement cellulaire et deviendrait moins efficace avec l'âge. Ce processus participe également au développement embryonnaire. On a montré qu'il est essentiel à la survie des souriceaux juste après leur naissance. En effet, les bébés ne reçoivent plus de nutriments de leur mère dès que le placenta se détache. L'être humain aussi. De sorte que l'autophagie est nécessaire dans différents organes, comme le cœur, le poumon ou la peau. La liste est encore longue. On sait aussi que l'absence d'autophagie entraîne l'accumulation d'agrégats protéines dans les cellules, notamment celles qui ne se divisent pas ou peu, comme les neurones ou les cellules du foie. Par ailleurs, la prolifération d'autophagosomes, non dégradés par les lysosomes, est une caractéristique commune à différentes pathologies, comme les maladies d'Alzheimer, de Parkinson et de Creutzfeldt-Jakob, et la chorée de Huntington dans les neurones des malades. L'autophagie pourrait être moins efficace alors. On a aussi lié ce processus à différents types de cancers.
depuis 50 ans et surtout depuis les résultats de Ho-chimie, qui ont permis de mieux comprendre le mécanisme de l'autophagie, on cherche de nouvelles molécules thérapeutiques qui moduleraient ce processus cellulaire, commune à toutes les cellules. L'autodigestion, pour survivre ou mourir, est aujourd'hui mise à l'honneur et les chercheurs n'ont pas fini de l'explorer. Je vous remets un schéma où on voit les lysosomes, où on voit les phagophores, avec leur double monogramme, voilà, et l'autophagosome. Oui. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est très important. J'ai envoyé à tous mes anciens stagiaires un texte là-dessus, qui n'est pas celui-là, mais un texte beaucoup plus simple, qui explique en fin de compte que le corps s'auto-régénère, le corps est parfait, le corps élimine tout ce qui est toxique, si on lui laisse bien sûr le temps, si on lui laisse l'énergie, si on lui en laisse la possibilité. Si vous êtes constamment en train de stresser, de courir, etc., oui, vous allez accumuler des petits points sur vos comptes en banque, des petits pixels, vous allez crever riche, d'accord? Donc vous allez pouvoir stresser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, alors qu'on sait très bien que ceux qui s'enrichissent le plus, c'est pas ceux qui bossent, c'est ceux qui cumulent les mandats, c'est ceux qui sont les plus malins, disons, et c'est qui font travailler les autres, ou qui bénéficient, comme on a vu, de largesse de l'État, qui vivent sur les deniers publics, qui pompent l'argent dans une quinzaine de sociétés, associations, groupements, etc. etc. Voilà, c'est eux qui s'enrichissent. Et eux, je pense pas qu'ils stressent. D'accord? Donc, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, c'est le smicard qui veut gagner autant d'argent qu'un politique qui se fait officiellement 6 000 € et qui en fin de compte se fait 30 000 € par mois, quoi, avec toutes ces magouilles. Donc ça ne sert à rien de les envier, c'est pas la peine de stresser pour ça. Si vous stressez, vous laissez jamais votre corps se reposer, c'est-à-dire vous ne jeûnez jamais, vous mettez jamais en position de stress, comme le vrai stress, je parle, hein, du stress dans lequel vous pouvez vous adapter, comme le froid, comme l'exercice physique, comme la bonne fatigue, des choses comme ça, l'exercice intensif. Et après avec un bon repos, si vous ne faites jamais ça, eh ben, vous vivrez pas vieux, d'accord? Ce qui est un très bon bénéfice pour les caisses de retraite, puisque tout est calculé pour que vous creviez avant la retraite. Je ne parle pas de la 5G, des compteurs Linky, du Gaspard, du compteur d'eau qui va être entouré de capteurs électroniques, et qui va envoyer de l'information dans votre baraque, hein, dans le gaz, dans l'eau, et puis dans l'électricité. Tout ça, ce sera de l'information que le corps va devoir gérer. Et donc ce sera un stress permanent, hein, comme je dis, comme ceux qui ont des piercings partout, des tatouages partout, c'est un stress, hein, un micro-stress, à gérer du matin au soir, 24 heures sur 24. Voilà, donc ça s'accumule à tout ça. C'est ça le problème, hein, ce qu'on appelle la charge interne, comme j'en ai déjà parlé, c'est toutes ces stress, toutes ces inflammations, ces micro-inflammations chroniques que vous devez gérer 24 heures sur 24, qui au départ sont juste, on appelle ça un bruit de fond, hein, des micro-inflammations, mais quand ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ben voilà, ce sont les millimètres qui font les mètres, et ce sont les mètres qui font les kilomètres, et déjà se lever avec une charge interne, plus les ondes électroniques, plus le téléphone, la plaque à induction, l'ordinateur, la télévision, etc. Tout ça, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Et comme je l'ai dit, malheureusement, nous sommes la génération, c'est-à-dire les gens qui ont 40 ans à 60 ans, qui vont voir mourir leurs enfants de tout ce stress électronique, ce smog électronique, tout ce stress qui va s'accumuler. Donc à un moment, il faut partir à la campagne, il faut être tranquille, on va passer un mois dans les bois, il faut vous démerder, hein, c'est ça, vous allez mourir, tranquillement, écouter les oiseaux, à embrasser, comme on dit, tenir dans ses bras les arbres, marcher pieds nus dans la forêt, voilà, et puis pas faire ça que 2 semaines par an. Hein. Mais vous faites ce que vous voulez les amis. Allez, à très bientôt, courage,
il y a des moyens de refuser. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, si le Linky était obligatoire, hein, les amis, il y aurait eu une loi, il y aurait eu un décret d'application, il y aurait eu une parution au journal officiel, et vous seriez tous informés. Et non pas des installateurs qui arrivent dans des voitures banalisées, sans aucune plaque, enfin je veux dire aucune identification de société, qui arrivent à 7 h du matin, qui montent les compteurs, ils foutent le camp comme ça, comme des voleurs. D'accord? Donc si c'était légal, si c'était obligatoire, ils arriveraient avec un texte de loi à la main, hein, et en vous disant, voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Et non pas, vous savez, hein, on vous a mis un compteur, hein, ou rien du tout. Le mec il rentre de boulot le soir, il sait pas, il s'aperçoit simplement qu'il peut avoir des maux de tête, que ses données vont être piquées, qu'il peut avoir de l'arthrite, qu'il peut avoir des inflammations, qu'il peut avoir une facture qui triple. Voilà. À très bientôt. Allez, gros bisous à toutes et à tous.